Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Donc, je suis Fabrice Rosier, intervenant à Syndex, et avec ma collègue. Alix Zibeta, sociologue du travail, intervenante à Syndex, groupe SSCD. Tout à fait. Oui, je ne me suis pas présenté complètement, donc je suis ergonome et linguiste. Et donc, on va animer tous les deux ce temps qui est dédié, comme vous le savez, à l'intelligence artificielle, mais sous un angle un petit peu plus particulier sur les conditions d'exercice de votre rôle de représentant du personnel. Et donc, on va prendre un temps discussion sur les différentes composantes de l'IA, mais c'est surtout sur les stratégies possibles que vous pouvez utiliser. Un petit mot, donc quelques éléments techniques. Syndex fait pas mal de webinaires. Il y en a d'autres à venir, ils seront affichés sur le chat. Un élément important sur le bon déroulé de ce webinaire, c'est de poser vos questions sur les questions et réponses. C'est là-dessus qu'on va puiser la dynamique de ce webinaire et pouvoir vous répondre. Donc c'est très important d'y aller. Le chat, on l'observe aussi, mais c'est plutôt sur questions et réponses. Comme l'a dit Alix, vous aurez le document qu'on va vous partager dans quelques jours. Pour toutes les personnes qui soit ne sont pas ici présentes aujourd'hui, soit doivent partir avant, ou soit simplement souhaitent le découvrir plus tranquillement. Voilà, on va avoir trois parties sur ce webinaire, et puis ensuite, on va essayer de prendre un bon moment de discussion par vos questions et donc les réponses qu'on peut vous donner. Je ne vais pas vous poser la question si vous avez tout compris, puisque vous ne pouvez pas forcément répondre, mais je vous propose de commencer dans la première partie et peut-être juste vous redire en un mot quand même, puisque tout le monde ne connaît peut-être pas Syndex, il y a un cabinet d'expertise comptable à l'origine et également des conditions de travail qui accompagne les représentants du personnel depuis une cinquantaine d'années dans toutes vos prérogatives. Et c'est donc bien pour ça qu'on propose ce webinaire qui s'attache justement aux moyens et outils dont vous pouvez disposer aujourd'hui en 2026 face à des questions très nombreuses, variées et parfois complexes autour de l'intelligence artificielle. D'où ce titre, retour d'expérience et clés d'action pour les représentants du personnel et les représentantes. Pourquoi? Parce qu'on a la chance d'être auprès de vous pendant toute l'année et d'être dans différentes configurations. Et donc, c'est ce retour d'expérience qu'on va vous livrer et donc aller plus loin sur les ouvertures et des stratégies possibles. L'intelligence artificielle, qu'est-elle? Alors, on sait qu'elle transforme le travail. La difficulté, c'est que c'est parfois plus difficilement visible. Et donc, en fait, pour vous, représentantes et représentants du personnel, l'enjeu n'est pas débattre autour de la technologie, on va y venir, on va nuancer ce propos-là, mais plutôt sur quoi? Sur vos prérogatives que vous connaissez, à la fois sur l'emploi, évidemment, qui est plutôt le premier lien de l'ensemble de la structuration du travail en général, et puis plus spécifiquement les conditions de travail qui est notre objet aujourd'hui. Et dans ces conditions de travail, elles sont vastes et subtiles, puisque selon les secteurs, les environnements, la situation économique, financière, etc., vous avez des organisations qui se traduisent par différentes possibilités. Donc c'est ça qui est intéressant de prendre en considération selon les typologies d'organisation. Et bien évidemment, on va faire le lien avec la santé, puisque c'est aussi les prérogatives des commissions SST lorsqu'elles existent dans vos organisations. Et lorsqu'elles n'existent pas, c'est au CSE ou à la délégation personnelle de la prendre en considération. Et à travers ces quatre composantes, on prendra en considération évidemment, même si on ne va pas le citer, l'environnement, euh, les enjeux climatiques liés à cette utilisation. Voilà pour cette présentation de ce webinaire. Ah, Du coup, au programme, on va d'abord commencer dans une première partie par revenir sur un peu où est-ce qu'on peut trouver de l'IA dans les différentes organisations dans lesquelles vous pouvez être amené à travailler. Ensuite, on vous partagera un retour d'expérience, donc sur ce que nous, on voit dans les différentes missions qu'on a pu faire auprès des des différents CSE qu'on a pu accompagner. Comment ça se passe quand l'IA, quand il y a des projets de systèmes d'IA qui arrivent dans les entreprises, et on ouvrira la discussion après sur les clés d'action que vous avez, représentants du personnel, pour vous emparer du sujet, finalement. Alors du coup, première partie, où trouve-t-on l'IA? On ne va pas forcément revenir sur ce que c'est que la définition d'une intelligence artificielle,
On va plutôt vous introduire sur le sujet, justement ce qu'on envoie assez facilement, c'est un peu la représentation qu'on a traditionnellement, vous savez, du capital et du travail qui se substituent l'un à l'autre, avec cette idée que l'IA, elle va peut-être venir et remplacer tout ou partie du travail de certaines personnes. Donc quand l'IA se substitue à une partie des activités. On a vu dans la presse, par exemple, un PSE qui était passé au journal Le Point, où le travail de certains relecteurs avait été remplacé du coup par des IA de relecture qui faisaient ce travail-là à la place de certains travailleurs qui sont partis. Mais c'est pas forcément, non seulement c'est pas le seul cas, mais c'est largement pas, je vais pas dire que c'est la majorité de ce qu'on voit passer. Ce qu'on voit passer, c'est extrêmement divers, c'est extrêmement varié. Et quelque chose qu'on voit beaucoup, c'est le travailleur qui va être assisté d'une IA. Donc là, c'est un peu plus l'idée, vous savez, qu'on voit beaucoup passer les assistants IA, par exemple. C'est un bon exemple de ça. L'IA qui va nous aider à produire, elle va nous aider à produire plus vite, peut-être différemment, avec plus d'efficacité peut-être aussi, sans forcément impacter directement l'emploi. Mais par contre, de facto, elle va énormément impacter notre travail. Quand on travaille en étant aidé par copilote, par exemple, pour répondre plus rapidement à nos mails ou avec un format un peu plus uniformisé, homogène, ça modifie une partie de notre travail, surtout si notre activité consiste beaucoup à écrire, par exemple. Et la troisième typologie qu'on peut voir, c'est le travailleur qui va être augmenté d'une IA. Et là, ça va être sur des situations où l'IA va intervenir plus sur le cœur du métier, et donc modifier le set de compétences et aussi l'autonomie et les marges de manœuvre que le travailleur a dans son travail. Il y a un exemple qui est assez classique sur ça, c'est, je ne sais pas si vous connaissez GitHub Copilot. GitHub Copilot, c'est un assistant IA de coding. Vous savez, c'est pour les développeurs web. Quand ils écrivent des lignes de code pour coder un site web, ils peuvent être aidés d'un assistant IA qui rédige le code à leur place. Et donc, ça homogénéise beaucoup le travail, mais ça, augmente le travail du développeur web. Mais une fois qu'on a dit ça, le travailleur peut être remplacé, il peut être assisté ou il peut être augmenté par l'IA. On oublie souvent des dimensions qu'on peut rajouter par-dessus tout ça. En l'occurrence, littéralement, l'organisation du travail autour des travailleurs, représentée par cette petite pyramide qui représente symboliquement une hiérarchie. Les IA, elles peuvent aussi se rajouter sur les échelons hiérarchiques et sur l'organisation du travail. Donc littéralement, l'IA qui va être introduite dans les choix décisionnels, dans les choix organisationnels, dans la manière de gérer l'activité, dans des outils d'aide à la décision. Et donc typiquement, ces outils-là, ils peuvent aussi remplacer, assister ou augmenter les managers. Un manager remplacé, entre guillemets, je fais des guillemets avec les doigts, un manager remplacé par une IA, c'est ce qu'on va appeler, par exemple, du management algorithmique. Un manager assisté d'IA, ça va être, par exemple, des chaînes de production qui vont produire de la donnée sur les éléments qui sortent de la ligne de production et qui vont du coup faire des propositions de choix, d'arbitrage sur ce qu'il faut produire ou moins produire. Aujourd'hui, on voit des laboratoires pharmaceutiques qui sont organisés comme ça, sur les chaînes de production de certains produits pharmaceutiques en l'occurrence, sur des arbitrages de mise sur le marché, etc. Voilà, on a vraiment cette même chose. Et le dernier point, qui pour le coup est plus marginal et qu'on oublie très très facilement, c'est qu'on peut aussi voir toute l'organisation de l'entreprise être recomposée parce que en fait, on souhaite, nous les dirigeants, à un moment donné, on souhaite aussi pouvoir rendre notre organisation, notre entreprise compatible avec l'introduction d'IA. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on voit vraiment beaucoup, beaucoup. Des réorganisations qui vont être étalées sur 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que notre organisation aujourd'hui, elle est intégrée d'une certaine manière qui fait que si on voulait introduire de l'IA, on ne pourrait pas. Et en fait, à terme, comme on souhaite faire des gains de productivité sur les sujets X ou Y, on organise différemment notre architecture interne pour pouvoir aller poser des briques d'IA et, et automatiser certaines choses. Et justement, soit participer sur les travailleurs, les remplacer, les assister ou les augmenter, soit sur la chaîne de décision aussi, soit sur le mode de gestion de l'activité.
Voilà, j'espère que c'est qu'on est voilà qu'on partage tous sur ce point-là et que c'est clair. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat, Fabrice notamment? Pour l'instant, non, et j'ai répondu sur les questions et réponses. Et juste pour redire Ok. qu'effectivement, c'est pas un webinaire qui va être dans la technicité. Et on abordera ça sur des points plus précis de retour d'expérience ensuite. Mais en Ok. gros, c'est vraiment les différentes dimensions qu'on peut avoir à l'œuvre dans les consultations aujourd'hui. Quand vous êtes en processus d'information en vue d'une consultation, ce qui n'est pas toujours le cas, on y reviendra peut-être à la fin. On peut Ok. passer au deuxième point. Donc justement, de nos retours d'expérience, nous ce qu'on voit, c'est qu'il y a un gros enjeu sur le point de départ, donc de l'info-consultation, l'information consultation des CSE sur les projets IA. Parce que de fait, il y a voilà, la question de la qualité de l'information, quand ça, on est sur des projets IA, elle est vraiment centrale. Ce qu'on constate entre nous, collègues, notamment sur voilà, ce qui va être sur des missions projets importants, des expertises projets importants, modifiant les conditions de travail, c'est que l'accès à l'information, notamment l'information précise et qualitative, elle est très difficile dès qu'on est sur des projets IA. D'autre part, l'info-consulte sur les projets IA, elle n'est pas toujours gagnée. Sauf quand les projets sont vraiment très ambitieux et qu'on est sur des choses, je ne vais pas dire révolutionnaires, mais presque. Il y a plein de projets qu'on voit passer qui, en fait, ne sont pas passés en information consultation. Et d'autre part, parfois, les projets sont extrêmement denses. Pas plus tard qu'il y a 2 mois, on a vu passer un projet qui prévoyait 3 outils d'IA d'un coup, pas forcément échelonnés, et inclus dans le même projet qui allait concerner des centaines et des centaines de salariés. Donc vraiment, la question de la qualité de l'information en consultation, elle est très centrale. Le deuxième point, c'est l'inflation des enjeux économiques dans les discours. Parce que, bon, vous l'imaginez bien, quand il y a l'introduction de projets d'IA, il y a sous-jacent cette idée d'automatisation, de gains de productivité, qui sont vraiment très prégnants dans les discours. Et vous, les élus, vous avez dans ces discussions sur l'IA, souvent, alors je dis pas toujours, souvent vous avez une position particulière, parce que vous êtes souvent dans des positions en fait où vous êtes relativement plus informé, je dis bien relativement plus informé, que le salarié au tout venant, qui justement n'a pas accès à toutes ces informations sur l'IA. Et il y a souvent une distance qui va se faire entre les élus et le terrain, les travailleurs, qui vont être plus le terrain, les travailleurs dans le travail du quotidien et pourquoi pas les enjeux, les opportunités que peuvent offrir ces outils-là, mais pas forcément avec eux. Et c'est aussi normal parce qu'ils ont, comme je l'ai dit, pas accès à toutes les informations que les élus peuvent avoir, pas forcément accès au recul qu'on peut avoir quand on est dans les instances et qu'on a accès à pas mal d'informations sur ces sujets-là. Et Alix, il y a Léa qui pose une question. La question, c'est le CSE doit être consulté pour l'introduction de l'IA dans l'entreprise. Je propose de faire un peu de suspense quand même et d'attendre un tout petit peu ce qu'on va justement en parler. C'est un point clé. Donc Léa et les autres, il faut attendre un petit peu. C'est une question très importante. Donc, qui relie ce que vient de dire Alix sur le premier point et le second aussi. Oui, tout à fait. Euh, pour autant, et ça c'est quelque chose qu'on répète beaucoup, un projet d'IA, ce n'est pas comme n'importe quel projet important dans les entreprises. C'est-à-dire que même si voilà, on peut avoir envie de considérer que introduire un outil d'IA, c'est comme introduire n'importe quelle autre nouvelle technique, nouvel outil de production, etc. C'est pas exactement le cas. Il y a un élément fondamental, c'est que dans les projets IA, il faut pouvoir accéder à certaines informations qui, déjà, par exemple, ne sont pas possédées par l'entreprise elle-même, sont possédées par le fabricant, entre guillemets, de la technologie IA. Il y a des aspects techniques à aller voir sur la structure des algorithmes, sur l'analyse de prompt initiale, etc. Aller regarder les tests qui ont été faits. Nous, c'est typiquement sur des missions, enfin, sur ces axes de missions-là, voilà, on a des consultants qui sont spécialisés qui peuvent intervenir sur ce genre de mission, par exemple, parce que parfois la barrière technique est telle que en fait, il y a besoin de compétences extrêmement spécifiques. Euh, voilà, c'est principalement ce que je voulais vous dire sur cette partie-là. Ok, et on rebondira. Il y a encore une autre question qui tourne autour de la consultation de la stratégie. Donc,
On y reviendra évidemment. C'était la question de Nathalie. D'accord. Si ça vous va, Nathalie, on la prendra juste à la fin. Justement, si la partie qu'on verra en fin de présentation ne répond pas frontalement. Hmm. Du coup, Et ce que... je recoupe la parole, parce que Bruno pose une autre question sur les usages de l'IA qui ne sont pas implantés par l'entreprise. C'est le point qui va être abordé par Alix dans quelques instants. Les usages de l'IA qui ne sont pas implantés dans l'entreprise? Par l'entreprise, ouais. Comment identifier les usages de l'IA qui ne sont pas implantés par l'entreprise? Ah, le Shadow IA. Voilà, je sais que ça te tient à cœur, donc tu vas pouvoir en Ça parler. fait partie des axes. Ouais. Donc nous, ce qu'on voit dans dans nos expertises, dans les différentes missions qu'on a pu faire, c'est qu'il y a un énorme écart entre le discours sur l'IA, entre le discours sur le projet qui est prévu sur le papier et la réalité de ce qu'on va avoir concrètement de facto. Bon, déjà, très clairement, il y a une inflation de la technicité apparente des projets. Alors, ça paraît paradoxal parce que je viens de vous dire qu'il y avait une vraie compétence technique à avoir sur ces sujets-là, mais ce qui est assez étonnant dans les projets d'IA, c'est qu'il y a beaucoup de projets d'IA, par exemple, qui n'en sont pas. On a fait, voilà, j'étais intervenu sur une mission l'an dernier sur un outil qui était censé analyser des questions QVCT. Donc, vous savez, c'était des questionnaires RPS. C'était censé être analysé automatiquement par une IA et faire des propositions d'accompagnement intelligentes pour l'entreprise. En réalité, c'était pas du tout de l'IA, c'était juste un algorithme tout bête avec un arbre de décision derrière. Il y avait zéro bulle d'IA derrière. À part, il n'y a même pas un chatbot qui générait du texte automatiquement. Donc là, on était vraiment sur une surinflation apparente de la technicité. Encore fallait-il voir que c'était de la fausse IA, littéralement. Euh, on a aussi cette inflation pour dire un peu, on se cache derrière la technicité. Non, on va pas tout vous dire, c'est trop compliqué, de toute façon personne ne comprend rien, c'est de l'IA, croyez-nous, ça va bien se passer. Non, il faut pouvoir rompre avec une approche de ce type-là, et il faut avoir l'outrecuidance de se poser les questions et de vouloir les réponses. On a des décalages. Hein. Il y a un PSE qui est très connu, vous avez peut-être vu passer ça dans la presse, chez Onclusive, donc une première tentative de PSE qui avait été proposée, où il y avait une proposition de suppression quasiment la moitié des emplois, sous prétexte que les salariés allaient être remplacés par une IA. Et le cabinet d'expertise qui avait accompagné les salariés d'Onclusive à l'époque avait montré qu'en fait, ce n'était pas un projet d'introduction d'IA, mais un projet de délocalisation de tout ce travail-là. Donc, vraiment, il y a vraiment cette inflation de la technicité, pardon, elle participe beaucoup à cacher de l'information, ou en tout cas à la masquer, à la rendre inaccessible. Et ça fait partie des gros enjeux. Quand les projets d'IA sont sont de fait des vrais IA, il y a quand même un décalage aussi assez fréquent entre la réalité de ce qui est annoncé et ce qui est de fait. Des projets typiquement qui sont beaucoup moins matures que ce qui sont annoncés, c'est très très fréquent. En début d'année, on avait un projet d'IA qui était proposé pour une assurance, et donc c'était une IA de détection de faux documents. Et cette IA, elle devait elle devait être déployée en février 2026. Et en fait, au moment de l'information consultation, le prestataire, le fournisseur de technologie, disait que l'IA était encore en test et qu'elle ne serait pas prête avant encore 6 mois. Sauf que le projet pour l'entreprise était déjà en déploiement. Et donc, la détection de fraude, le document frauduleux, allait être très très compliquée pendant le temps de transition jusqu'à ce que l'IA soit utilisable. Et là, avec ce que je viens de vous dire, du coup, vous comprenez aussi que en fait, ces projets d'IA, ils ont forcément, ils sont beaucoup dépendants d'un intervenant extérieur, en l'occurrence le fournisseur de technologie. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en back-office, en front derrière, en creux, pardon, en creux de ce qu'on vient de se dire, quand une entreprise en fait investit dans un système d'IA, donc une vraie IA, pas une fausse IA, mais quand une entreprise investit dans un système d'IA pour substituer travail et IA, en fait, on ne remplace pas du travail par du capital. C'est pas comme si on remplaçait des travailleurs par une machine qu'on possédait. En fait, on remplace des travailleurs par une souscription à un service technique qui est externalisé. Et en ça, du coup, en tant qu'employeur, en tant que maîtrise de l'organisation du travail,
on se retrouve avec des variables sur lesquelles on n'aura pas forcément le pouvoir, on n'aura pas forcément de maintien. C'est littéralement ce travail-là devient dépendant de variables exogènes. Quand on met, par exemple, copilote sur nos ordinateurs, ce qui est assez générique aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont, en fait, on n'achète pas copilote, on est d'accord. On achète le droit d'utiliser copilote tant qu'on continue à payer la souscription. C'est un peu comme quand on achète Netflix. On n'achète pas Netflix, on achète une souscription. Et donc, on a copilote sur notre ordinateur, certes, et on peut l'utiliser, certes, aucun souci. Mais demain, quand le LLM qui est sous Copilot, avec lequel fonctionne Copilot évolue, ben en fait, notre version de Copilot, elle évolue et on n'a pas la main dessus. Si ça se trouve, elle évolue dans un sens qui ne nous va pas, qui ne nous convient pas, peut-être, je sais pas. Si les mises à jour sont faites ou pas, on maîtrise plus l'outil. En fonction de ses adaptabilités, de nos besoins précis aussi, et accessoirement aussi le maintien de service. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui proposent des solutions IA qui, euh, qui, qui ne rentrent pas, entre guillemets, dans leurs frais, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, c'est pas certain que toutes les entreprises qui proposent des technologies IA aujourd'hui existeront demain. Pour Copilot, normalement, on n'a pas trop de soucis, donc c'est pas forcément l'exemple précis sur lequel il faut s'adosser. Mais il y a plein de plus petites entreprises qui proposent des solutions IA, qui ont plus vocation voilà, à se faire racheter plus tard, et quid de la continuité de service, ça doit être questionné dans les enjeux. Et finalement, en fait, le vrai enjeu derrière les projets IA, l'introduction de l'IA dans l'entreprise, le vrai enjeu, entre guillemets, ben, c'est pas forcément l'outil en lui-même, c'est plutôt la stratégie derrière l'introduction de cet outil d'IA. Parce qu'on l'a dit, hein, il n'y a pas forcément l'information sur ces projets d'IA, elle n'est pas forcément claire, que ce soit dans l'information en consultation, que ce soit dans l'accès à la donnée derrière, que ce soit parce que bah, les prestataires qui fournissent ces technologies-là, bah, forcément, c'est aussi leur technologie à eux, donc ils protègent leur information. Euh, mais aussi parce que quand on a entre guillemets, des réductions d'effectifs aujourd'hui qui sont imputées à l'IA, ben, on voit aussi que ça vient pas forcément toujours de l'IA. C'est souvent un cocktail avec du non-renouvellement de CDD, de l'automatisation, de la délocalisation, comme on l'a vu avec Conclusive, ou des transformations d'activités de longue date, en fait. On a des activités, par exemple, où des IA viennent, entre guillemets, remplacer des travailleurs qui faisaient de la saisie de données, ou qui faisaient des automatisations des traitements, entre guillemets, à la main sur papier, qui, de facto, en fait, étaient destinés à être automatisés, ne serait-ce que par des macros Excel ou des choses comme ça. Donc, aujourd'hui, c'est difficile de mesurer l'impact de l'IA réellement sur le travail, mais ce qui doit rester central dans les discussions, c'est quelle que soit la technologie qui est introduite, quel effet elle a bah, du coup réellement sur le travail concret des gens, sur cette organisation du travail concret des gens, et c'est quoi la stratégie qui est associée à ça. Et je rends la main à Fabrice. Pour faire suite à ce qu'a dit Alix et qui a commencé à finalement poser des jalons sur la difficulté de lecture de cette typologie d'outils, beaucoup de questions alors qui tournent autour de ce que a commencé à évoquer Alix, et puis il y en a aussi d'autres sur la stratégie, et on va y venir justement sur la visibilité ou non de ce que peut cacher ou non cet outil. On parle encore d'outils, mais on va introduire le mot philosophie aussi dans notre discours, et donc on va essayer de répondre. Là, j'ai répondu à quelques questions, il y en a encore quelques-unes qui sont ouvertes, et on laissera pour le débat d'ici 10 minutes, un quart d'heure, la possibilité justement de vous exprimer, de nous répondre peut-être plus finement sur ce qu'on a déjà évoqué aujourd'hui. Mais ça pose beaucoup de questions, et fort légitimement l'ensemble des CSE, que quel que soit, je dirais, votre secteur d'activité, votre ancienneté, ou votre connaissance ou votre appétence, parce que ce qu'on voit dans nos retours d'expérience et dans l'émission aujourd'hui, c'est que ce qui est intéressant, c'est que c'est pour eux. Vous avez l'élu un peu, je dirais, typique, qui a des connaissances, qui a été formé et qui sait, qui connaît les choses du point de vue des conditions de travail, des enjeux de l'emploi. Mais l'IA a aussi cette vertu qu'elle est aussi dans le monde privé. Donc on l'utilise ou pas, on est plutôt aguerri ou pas, et donc ce qu'on rapatrie de sa sphère privée peut servir aussi au monde du travail. Donc c'est ça qui est intéressant qu'on va traiter. Et donc que, que pouvez-vous faire, vous, représentantes et représentants du personnel, aujourd'hui? Plusieurs enjeux, donc on va c'est les 5 points qu'on va aborder maintenant. C'est à la fois
cette question technologique. Il y a quelques questions qui arrivent maintenant sur ce qu'on a dit à Alix, etc. Tu peux jeter un coup d'œil si tu as le temps, Alix, sur la question-réponse. Intéressant parce que, effectivement, nous, Syndex, on est confronté à quoi d'abord? C'est euh, s'il vous plaît, c'est urgent, aidez-nous, on comprend rien. Ça, c'est une des premières expressions qui peuvent nous arriver, ce qui est fort légitime, puisque nous, on était dans votre situation il y a encore quelques années. On est expert, effectivement, on s'est formé, on comprend, mais on est aussi passé par ce que vous avez vécu aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Est-ce que c'est un outil un peu standard comme j'avais avant avec le Minitel pour les plus anciens et les plus anciennes? Est-ce que c'est autre chose parce que c'est un GPS? Est-ce que c'est encore autre chose? Et surtout, ça ne se voit pas forcément, ça ne se sent pas, etc. Donc la question technique est très importante, mais elle n'est pas essentielle. Et donc on va y revenir. Le deuxième point, ce qui a été posé effectivement comme question, c'est que on n'est pas forcément consulté. Et donc c'est la question de Léa aussi, c'est est-ce qu'on doit être consulté et si oui, quand? Effectivement, on va y répondre, mais c'est bien la stratégie que vous avez à tenir, c'est une requalification de tout ce qui peut vous être présenté de façon tout à fait naturelle. C'est un outil, le progrès, etc. Donc, voyez ce qu'il en est, messieurs, mesdames du CSE, et on n'en fait pas plus. Non, effectivement, il faut absolument chercher à le requalifier et à pousser l'employeur à justement informer loyalement le CSE dans lequel vous êtes, probablement, en termes de bon véhicule légal. Et on va y revenir. Ça peut être Et classique. je voulais préciser Fabrice, parce que souvent on a des réponses un peu d'euphémisation de la part des directions qui vont nous dire ce n'est qu'une expérimentation ou alors on introduit seulement Copilot ou ChatGPT ou Gemini, c'est rien, c'est qu'une acculturation. De fait, une acculturation, une expérimentation, ça prépare un déploiement. En fait, et au regard des enjeux, c'est légitime pour les élus de récupérer toute l'information nécessaire, notamment dans le cadre, par exemple, d'expertise sur les orientations stratégiques. Et en cas de projet de déploiement, en fait, il doit y avoir une information de consultation, en l'occurrence, nouvelle technologie. Voilà, pour une première réponse. Et puis après, si vous voulez vous reporter dans le document, il y aura des annexes qu'on ne va pas forcément montrer. Du point de vue légal, si vous avez oublié ou si vous n'avez pas été formé, c'est important déjà d'appeler un expert, hein, Syndex en particulier, mais il y en a d'autres. Mais effectivement, c'est très important d'appeler quelqu'un de compétent qui va pouvoir vous guider. Je rappelle que le rôle d'un expert, c'est pas uniquement de faire des expertises, mais c'est avant tout de vous guider. Vous pouvez nous appeler sans aucun problème, on vous guidera, quoi qu'il en soit, pour vous outiller, vous aider à faire la bonne démarche et pas vous tromper. Parce que les embûches sont nombreuses aujourd'hui dans la législation. Et donc le troisième point, c'est effectivement ce qu'a commencé à évoquer Alix, c'est d'interroger les impacts. Les impacts, mais les impacts concrets du travail sur l'organisation. Donc ça, c'est très important et voire fondamental, puisque on est bousculé depuis de nombreuses décennies. On peut rappeler aussi ce qui s'est passé en 2007-2008 avec le tsunami financier qui a mis à mal un bon nombre d'entreprises dans le monde, en Europe et particulièrement en France, avec un lot de PSE très conséquent et avec des effets d'aubaine. On va y revenir aussi. Donc c'est vraiment le cœur du CSE. Ça élude pas les autres parties qu'on vous présente aujourd'hui, mais c'est vraiment à se concentrer sur ces effets sur le travail d'aujourd'hui et donc de demain. Et puis, le quatrième point qu'on évoque, c'est utiliser l'expertise ou d'autres outils qui pourraient être disponibles pour vous CSE. On peut penser à l'enquête. Si vous vous sentez en mesure, vous, et compétent de mener une enquête, alors on peut vous accompagner également, mais ça peut être une possibilité ou d'autres possibilités existent. Comme levier de rééquilibrage, c'est bien ce que disait Alix aussi, sur les enjeux de dispositifs qui vont être possiblement meilleurs pour vous et les salariés, mais c'est simplement pour l'instant faire un chèque en blanc. Donc, c'est comprendre ce qui se joue derrière, c'est ce qu'on va vous expliquer. Et donc, le dernier point, c'est être vigilant aux phases pilotes et organisation en amont. C'est ce qu'a évoqué déjà Alix tout à l'heure. On va le redétailler aujourd'hui, mais c'est très important parce que c'est plus qu'un sentiment, c'est qu'aujourd'hui, on découvre depuis 3-4 ans maintenant, on est missionné pleinement pour faire des missions sur l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de, d'arbres et de forêts. Et cette forêt qui est compliquée parce qu'à l'intérieur, vous avez encore d'autres petits ruisseaux et d'autres rochers sur lesquels
il faut prêter attention parce qu'elles peuvent modifier l'organisation de la forêt. Donc, vignette suivante pour aller plus loin dans ce qu'on a évoqué et en même temps je jette un coup d'œil sur les questions qui arrivent. T'inquiète pas, je les regarde. Le premier point donc, qu'on a évoqué, c'est effectivement l'identification de la réalité du projet. Pourquoi? Parce que selon le dialogue social, on ne l'a pas encore évoqué, mais la qualité du dialogue social est vraiment très importante, mais elle ne peut pas présupposer d'un outil qui va être systématiquement, inéluctablement profitable. La question qu'il faut se poser, effectivement, est-ce que c'est réellement de l'IA? Je ne vais pas en faire plus pour discuter un peu plus longtemps tout à l'heure, mais Alix l'a bien dit. C'est-à-dire qu'on est confronté aujourd'hui à beaucoup d'émergence, beaucoup d'urgence. Syndex, vite, aidez-nous. La direction intègre, introduit un outil d'intelligence artificielle et donc il faut absolument qu'on comprenne parce que c'est très important et l'IA va tout révolutionner. Aujourd'hui, en 2026, Alix, on peut dire que, on n'a pas fait de stats, mais à peu près 8 missions sur 10 révèlent que c'est pas vraiment de l'IA. En tout cas, c'est un effet qui est sur de l'IA, en tout cas C'est non lui à général. faire, ou alors c'est pas l'outil, ou alors c'est des arbres de décision avec un chatbot dans le meilleur des cas. Voilà. Et C'est ce effectivement. Et qui fait un pourquoi peu l'IA. aujourd'hui? Parce que le coût porté pour développer une IA générative réelle est trop conséquent pour une grande partie des entreprises. Les seuls grands groupes aujourd'hui auxquels on a affaire, je pense, pas trop me tromper, c'est plutôt le secteur de la banque, assurance, les finances, qui ont les reins plus solides et qui ont souvent des entreprises multinationales et mondiales. Ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas y accéder, ça veut dire qu'elles vont avoir des stratégies qui seront différentes. Donc ça, c'est très important, mais pour autant, le point 3, on va y revenir aussi sur les effets sur les conditions de travail, mais on a aussi la compréhension de savoir si c'est un outil qui va être spécifique, singulier, ou s'il s'agit effectivement d'un outil qui va révéler un ensemble d'organisations et de dispositifs. Et c'est bien ça qui est, j'ose le terme sournois, sans être péjoratif, c'est plutôt que quand on actionne un levier IA, on n'a pas systématiquement la conscience, et là je prends la parole d'une direction, des effets sur l'ensemble de la chaîne de l'organisation. Et donc c'est à vous, CSE, d'être extrêmement vigilants et donc de pointer, d'aller regarder. Ça répond à des questions qui commencent à se poser sur quelle est la stratégie opérationnelle pour le CSE pour pouvoir s'inscrire dans cette démarche de lucidité au sens où je vais pouvoir comprendre, percevoir et observer la réalité de ce qui va être mis en place. Et donc, c'est très compliqué et on peut comprendre que vous n'ayez pas tous le temps, les compétences et les ressources internes, d'où l'expertise légale aujourd'hui. Et effectivement, je continue sur ce que disait Alix, le projet s'inscrit-il dans une réorganisation plus large? Et bien souvent, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que quand on arrive et qu'on nous appelle, des réorganisations antérieures ont déjà été mises en place, plus ou moins stabilisées, parfois moins que plus, et donc ont concouru à ouvrir finalement le scénario de l'IA, puisque mondialement, le discours qu'on entend aujourd'hui, qui est prégnant dans l'ensemble des médias, c'est une obligation de passer par l'IA, c'est inéluctable. Si on doit être un expert engagé comme on le porte aujourd'hui, on peut affirmer que l'IA n'est pas inéluctable. Elle est une possibilité, mais elle n'est pas inéluctable. Donc ça, c'est très important comme discours à retenir, en tout cas, qu'on peut porter à Syndex, parce que c'est une réalité. Il faut donc, pour le dire, pouvoir comprendre ce que revêt cet outil. Et donc, ça répond à des questions qui sont sur les questions-réponses et le chat. Oui, c'est plus que demander, c'est imposer, si on est un peu coercitif, imposer effectivement cette information en vue de la consultation dès que des salariés utilisent l'outil, en tout cas dès lors qu'il y a des soupçons ou des signaux qui montrent cette tendance-là. Donc ça, c'est très important. On a effectivement aussi savoir dans le discours technique et donc les enjeux, ce que l'outil va vraiment faire ou ce qu'il ne fait pas. Alix l'a déjà dit, mais c'est très important parce qu'on peut très vite faire dire à l'outil quelque chose qu'il ne sera pas en capacité de faire. Et donc ça, comment le déceler? Et c'est toute la difficulté pour vous et puis pour l'expert, effectivement, c'est d'aller pointer les éléments technico-organisationnels, mais on met de côté souvent l'organisation qui est très centrale. C'est bien souvent quelque chose qui est fait en marchant. Souvent, vous l'avez entendu dans les discours, on va avancer en marchant. Non, ça ne suffit pas.
il faut des gages de sécurisation et de solidité de la période de transition. Ensuite, dans les clés de lecture, il y a différents points. Euh, Est-ce que tu peux revenir peut-être juste à la vignette d'avant, Alix, pour qu'on puisse bien faire le lien? Effectivement, sur la requalification du projet si nécessaire, tu en as parlé, mais effectivement, je pense que c'est très important sur cette nouvelle technologie. Si pour certains et certaines, vous avez connu toute la période des années 90 et 2000 sur la bulle des NTIC, donc les nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui ont plus ou moins révolutionné le monde de l'entreprise, il s'agissait de mettre de l'information à différents niveaux et par différents canaux dans différents systèmes. On s'aperçoit que effectivement beaucoup de communication et finalement pas autant d'effets. Donc ça, c'est important et c'est votre rôle de pouvoir le débusquer, donc de pouvoir être informé en vue d'une consultation, on le redit, de façon claire et loyale. Ça, c'est très important. On peut aller sur la vignette, merci Alix, sur le quatrième point. Et donc, les enjeux qu'on peut tenir ici, c'est sur ces phases pilotes. On l'a déjà évoqué. Depuis maintenant, je pense, 2 ans, on peut dire, on est dans les missions qui nous incombent quasiment exclusivement sur des phases de pilotage, en tout cas des phases test. Et attention, on a pu les vivre aussi parfois sur d'autres outils, et aujourd'hui, c'est plutôt moins systématique. Ça reboucle avec des questions qui sont posées sur le forum, justement sur cette espèce de technologie rampante qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire qu'on va vous proposer un ou deux outils, ça commence par quelque chose de simple sur peut-être la messagerie ou sur Copilot ou sur ChatGPT pour pouvoir répondre dans des situations plus ou moins sécurisées, à des contraintes administratives plus ou moins intéressantes qui vont permettre à chacun, à chacune des salariés de pouvoir diminuer les contraintes qui sont jugées un peu à nos valeurs ajoutées, en tout cas inintéressantes. Et donc ces éléments-là sont très importants parce qu'elles conditionnent aussi des enjeux de trajectoire d'emploi. Et donc, vous voyez, ça reboucle avec les prérogatives et les missions du CSE et de la commission SSCT, quand elle existe, sur les trajectoires d'emploi. Et donc, à la fois sur les requalifications des statuts, la délocalisation, etc. Et donc, sur cette organisation qui va être bousculée de toute façon. S'il y a un message, moi, que j'aimerais faire passer, c'est que toute introduction d'outils génère un processus d'organisation qui va être déstabilisée. Déstabilisée au sens où elle va être mise en difficulté pendant un temps plus ou moins long pour ensuite se stabiliser. Et donc, l'outil va rigidifier une organisation, en tout cas, va imposer son système de pensée. C'est aussi une notion qui est très importante, c'est-à-dire que derrière ces outils, il y a des questions sur la technique. On ne prendra pas beaucoup de temps ici sur ces questions techniques, ce n'est pas l'enjeu de ce webinaire, mais pour bien dire que derrière une IA, générative, principalement, il y a aussi toute une philosophie, un courant de pensée qui vont orienter l'ensemble de la stratégie de réponse et des stimuli qui vont être proposés aux salariés. Donc ça, c'est important aussi de pouvoir le débusquer. Et ces éléments-là sont des éléments qu'on peut proposer lors de la mission ou d'une expertise. Donc c'est important aussi. Et puis sur ces phases pilotes, ce qui est important, c'est que, comme on le dit là, vous le voyez d'afficher, toute expérimentation peut produire des effets. Et donc le CSE doit être en capacité de donner, de produire un avis éclairé sur ces effets qui, bien souvent, sont minimisés par les directions puisqu'elles sont le fruit de on avance en marchant. Et j'espère que vous comprenez bien les nuances voilà, qui commencent à se mettre en, en ordre de bataille et c'est une somme de briques qui est plus compliquée à être lue par le CSE puisque justement c'est la somme des briques qui cache l'ensemble de cet outil. Et donc c'est pour ça que c'est très important que cette période de phasage, de test n'est tout sauf neutre. Et donc, c'est important de se poser les questions qui sont derrière, que vous pouvez lire, mais il y en a beaucoup d'autres qu'on pourra vous donner en vous accompagnant. Puis, les deux derniers leviers qui sont vraiment aussi importants, qui sont la gouvernance, donc c'est l'ensemble de la chefferie de projet qui va avoir la capacité de décision et d'orientation de ces outils et qui va finalement conduire à des choix qui sont parfois invisibles. Et c'est bien ça là toute la difficulté. Je me souviens dans les premières missions, il y a 5 6 ans, d'intelligence artificielle sur
batch automatique. Alors, on était vraiment dans l'informatique pure. On avait une difficulté, nous, experts, à pouvoir exprimer des diagnostics complètement affinés puisque rien n'était visible et tout se passait la nuit dans des processus de fonctionnement informatique plutôt opaques. Et donc, c'est ça maintenant qu'il faut essayer de mettre en lumière et de montrer ce qui peut être non visible a des effets sur l'organisation. Donc, qui décide du recours à l'IA? Sur quels critères? Et les critères, il y en a beaucoup à, à mettre en lumière. Et puis, ça reboucle sur une des questions aussi des effets de déportation finalement du savoir, c'est-à-dire qu'à la fois, est-ce que cet outil-là va être travaillé, euh, mis en place, réfléchi en interne, ce qui est très important en termes de différenciation, de philosophie et d'orientation stratégique, ou est-ce qu'on passe les clés finalement à des prestataires externes, et donc quelle va être la dépendance à court, moyen ou long terme de finalement de confier des clés à un prestataire externe, avec évidemment des enjeux selon les secteurs, hein, comme je le disais en introduction, selon les domaines d'activité, du contrôle, de l'ajustement, etc. Et puis ensuite se cachent d'autres questions sur l'entraînement, sur les données. Vous suivez peut-être les médias et vous savez que les bases de données sont des enjeux très importants, mais c'est aussi vrai dans le monde du travail. Et puis, comme je l'ai laissé entendre tout à l'heure, l'impact environnemental est, à notre sens, central, stratégique. Il doit être porté par la plus haute autorité, en tout cas l'État, le gouvernement, mais aussi, à une plus petite échelle, l'employeur. L'employeur a des obligations. Alors, ces obligations dépendent aussi du nombre et de l'effectif de l'entreprise, mais si on veut aller de l'avant, il faut qu'elle soit portée à chaque fois, sur chaque décision, et de le remettre sur les discussions. On parle de l'IA, mais c'est vrai pour l'ensemble des projets. Il faut que cet impact environnemental soit vraiment au cœur des discussions et soit un projet à part entière dans la philosophie de l'IA également. Parce qu'il a des effets qui sont aussi invisibles quand on clique sur un bouton. Quand on clique, en tout cas, sur une icône, les effets sont bien aujourd'hui maîtrisés. Mais du point de vue du salarié, ils sont inodores, invisibles, très rapides. Donc c'est compliqué de justement le quantifier, de le qualifier. Et donc ces leviers qu'on vous évoque depuis tout à l'heure, du CSE, finalement, ils ne sont pas inexistants. Justement, c'est ça que le retour d'expérience doit vous permettre de comprendre et de saisir. Euh, Avec Alix, je pense qu'on est assez d'accord sur le fait qu'il y a des points qui sont réellement positifs. C'est pas seul contre tous, c'est que l'IA, justement, est à questionner. Et il y a des batteries de questions. On est là pour vous accompagner. Ces leviers du CSE, c'est effectivement, on l'a redit, ils doivent être sincères, loyaux et légaux. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces éléments-là, on a, je le dis quand même parce que je tourne la tête, une décision du tribunal judiciaire de Nanterre de février 2025 qui est assez récente et qui suspend la mise en œuvre d'un projet d'IA. Pourquoi? Parce que la phase dépassée la simple expérimentation nécessaire à la présentation d'un projet suffisamment abouti. Et donc, c'est intéressant parce que, il y avait déjà un effet sur les conditions de travail. Et donc, c'est intéressant de comprendre que le droit est aussi à vos côtés. Et donc, il faut l'utiliser et on l'utilise avec vous. Et donc, cette information consultation, elle est essentielle. On peut aussi comprendre que cette information consultation, elle peut se traduire parfois dans des accords de méthode. Mais je ne vais pas aller plus loin parce que ce sont des enjeux nouveaux et qu'il faut, pour le CSE, que vous ayez le temps d'avoir ce temps de réflexion. Mais ce n'est pas inintéressant quand, effectivement, une des questions portées là-dessus, quand la direction ne sait pas vraiment vers quoi elle va, de pouvoir être consulté à jalon. Et puis, je terminerai sur, finalement, mobiliser le bon motif de consultation. C'est ce qu'Alix a évoqué tout à l'heure, et notamment, éventuellement, de recourir à une expertise habilité sur les conditions de travail, pour objectiver les impacts. C'est bien ça votre rôle, c'est de faire remonter ce qui n'est pas remonté de façon plus ou moins stratégique de la part de la direction. Donc, on peut entendre aussi que les effets soient compliqués à cerner, mais pour autant, il faut qu'ils soient transposés au niveau du CSE. Donc, différentes missions peuvent être proposées en termes de risques graves, projets importants, situation financière et économique, politique sociale, etc. Donc ça, c'est vraiment essentiel à comprendre. Et puis, donc, je termine parce que le temps passe et qu'on puisse conclure et répondre à vos questions sur l'enjeu pour les RP.
n'est pas de dire pour ou contre l'IA. Ça, retenez, c'est important qu'on ait cette posture, en tout cas aujourd'hui. On peut la voir sur des clivages du dialogue social, on peut l'entendre, mais sur l'intégration d'un outil d'IA générative, effectivement, la question est plutôt de se poser comment on peut mettre en place une stratégie du CSE pour comprendre et défendre l'emploi, comprendre les effets sur le travail et surtout sur la santé, qu'elle soit physique et psychologique et psychosociale, donc avec des effets, je vous le rappelle, de troubles musculo-squelettiques possibles, face à des projets qui sont souvent présentés comme techniques, c'est d'où une question de difficulté de lecture neutre, ça n'aura pas d'effet sur vous, ça va juste améliorer vos conditions de travail, et qui sont inéluctables, vous avez compris à mon discours que ce n'était pas le cas. Voilà pour l'ensemble de la présentation du webinaire. Il nous reste une petite quinzaine de minutes. On va prendre le temps de répondre à des questions qui ont été posées. Elles sont assez nombreuses. Hmm. J'ai répondu à certaines questions, donc je me permets un petit retour très très rapide sur les Oui, questions essentielles sur lesquelles on a pu apporter des réponses en direct aux personnes. Donc, on le rappelle, est-ce que le CSE doit être informé et ou consulté sur des projets d'IA? Le CSE doit être, voilà, les projets d'IA doivent passer en information-consultation. Il s'agit d'un projet important et il y a souvent des euphémisations de la part des directions. En tout cas, nous, on en voit passer des euphémisations de la part des directions, notamment sur l'impact de ces projets, sur le fait qu'il ne s'agit que d'expérimentation. Voilà, c'est important de recentrer la discussion sur le fait que non, non, il s'agit voilà, une expérimentation. C'est en vue d'un déploiement, donc une expérimentation doit donner lieu aussi à une information consultation. Quand on a des éléments de projets qui sont déployés un peu au compte-gouttes ou alors outil par outil. Je crois qu'on avait une question aussi hein, sur quelqu'un qui disait chez nous c'est déployé, voilà, c'est Nathalie qui nous disait dans notre entreprise, c'est déployé produit à produit et non pas par une information consultation générale sur l'IA. Comment faire pour avoir une information consultation sur l'IA en général? La réponse, elle va beaucoup varier en fonction de voilà, comment vous vous positionnez au niveau de votre CSE en termes entre guillemets de rapport de force avec votre employeur. Puisque ben, si vous êtes info-consulté à chaque produit, ben, les informations consultation, ça peut être plus ou moins complexe, plus ou moins long aussi, sachant que tant que l'information consultation n'est pas terminée, donc tant que le CSE n'a pas rendu son avis, le produit ne peut pas être déployé, donc la solution IA ne peut pas être déployée à aucun niveau, on est d'accord. Il peut même pas y avoir voilà, des premiers, enfin, voilà, c'est vraiment c'est assez strict hein, normalement. Donc, à un moment donné, il est possible aussi que pour votre employeur, il puisse percevoir qu'il serait plus intéressant d'avoir une information de consultation cadre, avec un cadre d'intervention sur l'IA qui soit posé, où tous les produits IA qui seront introduits chez vous, Nathalie, pourraient avoir un process d'information consultation, on va pas dire générique, mais avec un cadre général de posé. Ça, par exemple, ça peut faire partie des choses. Si vous voulez échanger avec un de nos experts sur le sujet, n'hésitez pas à nous écrire en direct. et justement, je voulais confirmer ce que je te dis, ce que tu disais justement sur ce point-là, où beaucoup d'accords et de chartes se mettent en place. Et donc, n'hésitez pas aussi à nous appeler, parce que la charte ne remplace pas non plus un accord Newton, elle est structurante, mais elle peut avoir une vertu sur justement les règles de base consensuelles que vous allez porter en termes de récurrence sur la consultation. Donc ça, c'est vraiment très important. N'hésitez pas à nous solliciter sur ce point-là. Mm. Ensuite, sur les nombreuses questions, on avait quelque chose qui tournait autour d'une Est-ce que question tu veux qui... répondre Est-ce que tu veux répondre à la question de Laurent? Que pensez-vous de l'arrivée de l'IA comme opportunité pour passer en semaine de 4 jours? Donc, l'idée Oui, étant de choisir le partage du travail plutôt que les licenciements. oui. Alors, je veux bien répondre, même si ça nécessiterait une matinée entière, mais donc je vais répondre succinctement. Juste avant de répondre à Laurent, il y a Monsieur, Madame Nizri. Comment identifier les postes qui sont le plus impactés par l'IA? Question habituelle récurrente auxquelles sont confrontés nos collègues du point de vue économique et financier. Et donc, je serais bien prudent, justement, de pouvoir y répondre de façon générique. Par contre, pour vous,
représentant du personnel, évidemment, question essentielle qui fait partie de vos prérogatives. Hein. N'oubliez pas, sur les obligations de l'employeur, je cite quand même toujours un article L 41-21, les obligations de l'employeur, justement. Et pour vous, les 23-12, notamment -8, vous avez dans vos prérogatives la prévention des risques professionnels. Et à ce titre, la prévention des risques professionnels, elle conduit à identifier les critères, en tout cas les caractéristiques des métiers. Je vais parler de métiers plutôt que de postes, ça va être un peu plus global, plus macro. Et ces métiers vont être sous-tendus à des composantes, à des fiches de poste, à des caractéristiques particulières. Vous avez dans vos prérogatives la capacité et surtout un outil qu'on prône beaucoup à Synex, c'est l'enquête et les inspections. L'inspection, elle est de droit. Utilisez l'inspection parce qu'elle va vous permettre d'aller sur le travail, de questionner, de comprendre les enjeux, les contraintes, les points clés d'un métier et donc de pouvoir analyser, identifier. Une fois que vous avez pu comprendre ces enjeux-là, vous allez pouvoir mettre du relief sur ce que propose l'introduction de cette IA dans l'organisation et ce qu'elle touche dans cette organisation proposée. Et c'est là où vous allez faire un lien. Donc, ça a l'air facile quand on dit, évidemment, c'est un peu compliqué, ça nécessite des compétences et du temps. C'est toujours la même question du temps. Et donc, vous pouvez vous tourner aussi vers nous. Mais voilà la réponse assez rapide que je peux vous donner. Maintenant, sur la semaine de 4 jours, c'est un challenge de répondre en une minute ou deux. Pourquoi? Parce que, comme le disait Alix, je pense que ça dépend de plusieurs paramètres et plusieurs facteurs, et notamment déjà le premier, c'est le dialogue social et la santé financière de l'entreprise également, et du secteur. Certains secteurs sont déjà en 4 jours. On pense notamment au médico-social, monde sanitaire, avec des horaires de 12 heures, etc. Je vais être très rapide et pas aller sur les conditions de travail, mais comprendre ce que l'IA pourrait induire dans la semaine de 4 jours. Ce que je ne sais pas si c'est une proposition de vous ou une proposition d'un monde qui pourrait être meilleur pour partager le travail. Si je prends la deuxième solution, pourquoi pas, ce serait vertueux. Ça dit quoi? Ça dit qu'on partage le travail grâce à l'IA. Ça sous-tend qu'on est déjà d'accord avec le partage du travail. Et là, je ne suis obligé de faire une petite mimique caustique. Je ne suis pas sûr que ce soit la tendance de l'ensemble du gouvernement aujourd'hui, mais aussi la tendance aujourd'hui. Donc, ce qu'on constate, c'est que l'IA polarise. Pour faire une double réponse aussi à la précédente, elle polarise les écarts. C'est-à-dire qu'il va y avoir une polarisation sur les métiers euh, avec peu de latitude décisionnelle et peu de marge de manœuvre, et une polarisation sur l'ensemble des métiers décisionnels. Ce que les études montrent, c'est que l'ensemble des caractéristiques qui sont un peu au milieu et qui sont automatisables auraient la capacité justement de recourir à l'IA. Pour autant, ça ne répond pas à votre question pour l'instant. Je ne vais pas me mouiller, mais ça peut être intéressant de détricoter ce que cache le potentiel de l'IA pour justement faire distribution autour des conditions de travail. Donc, vous avez compris que je suis très prudent. Il faudrait se poser plus largement pour pouvoir y répondre. C'est une question qui est très intéressante, mais on n'y est pas vraiment arrivé aujourd'hui à la semaine de 4 jours pleine, entière et satisfaisante dans l'ensemble du monde du travail. Elle est sous-tendue parfois à des contraintes puisque cette semaine de 4 jours tient, enfin, cette semaine de 5 jours tient en 4 jours avec non de réduction. Fabrice, on a une question très intéressante de spectateur anonyme qui nous demande, dans une entreprise où il y a un outil d'IA, où l'entreprise du coup incite fortement les salariés à créer des prompts au niveau de leur activité métier, le salarié est pratiquement obligé de s'y mettre dans les prompts pour créer des assistants et finalement supprimer son propre poste. Ça rejoint une autre question aussi, alors peut-être indirectement qui avait été posée par une autre collègue en commentaire sur justement voilà si on doit former des personnes voilà, du prestataire à l'étranger, par exemple en Inde, à du coup reprendre notre activité, mais en étant assisté d'IA. Alors, Comment est-ce qu'on à peut mon prendre le sens, sujet? ça fait écho à la comparaison avec les PSE. Je vous citais en introduction ce qui s'est passé en 2008 avec un effet d'aubaine, pas pour toutes les entreprises évidemment, hein, je modère mes propos, mais une partie des entreprises ont vu là une aubaine de justement rendre plus profitable l'entreprise en créant et en mettant en place des PSE. Je pense qu'aujourd'hui, l'IA est un peu du même ressort, c'est-à-dire que le prétexte de l'IA est un effet d'aubaine
à essayer de trouver une source, comme tu le disais Alex tout à l'heure, de profitabilité. Et cette source de profitabilité, elle va être dans justement la diminution de ce qui a pu être analysé comme, je ne dis pas que c'est construit de façon tout à fait honnête systématiquement, mais c'est préconstruit, génère finalement une automatisation sous le sceau de l'IA qui va peut-être rendre service dans un court terme, mais qui va sûrement être défavorable du point de vue de l'organisation. Pourquoi je dis ça? Parce que je me forge sur l'expérience de 2008-2010. On a fait des centaines de missions de PSE et qui ont globalement révélé deux axes assez homogènes, qui est finalement un transfert de l'activité, euh, pas forcément dans un autre pays, mais c'était le cas à l'époque dans les pays européens ou à bas coût, et 6 mois, un an après, une réinternalisation partielle de l'activité, puisque les contraintes générées par la pseudo-automatisation ont généré plus de requalification des problématiques, des problèmes techniques, des problèmes relationnels, des problèmes de communication linguistique, des problématiques de fluidité, et surtout ont rendu impossible toutes les coopérations et les validations informelles, typiquement autour de la fameuse machine à café, qui est vraiment l'élément essentiel. Je le dis un peu de façon caustique, mais c'est vrai que cette IA, en supprimant des tâches dites peu profitables au sens du profit, vont générer des difficultés de coordination et de coopération. Et donc, c'est de montrer en quoi ces potentiels gains d'activité ne sont en fait que des potentiels gains d'activité à court terme qui vont renvoyer ensuite une fluidité qui ne sera plus opérationnelle. Et donc, ce seront les salariés qui vont être obligés de compenser ce manque de fluidité par des stratégies, des usages qui vont peser sur eux. Donc, c'est ça qui est compliqué et ça fait lien aussi avec la semaine de 4 jours éventuellement. Donc, c'est intéressant cette question et ça mériterait un autre webinaire, mais des éléments qui sont complexes de point de vue de la structuration. Je pense que c'est toujours la même typologie, c'est-à-dire que le long terme ne s'inscrit pas forcément dans les processus de l'IA. Et j'ai vu qu'il y avait une question sur justement ce changement permanent. Ce changement permanent, on n'est pas forcé de rattraper justement le train de l'IA. Ce qu'il faudrait plutôt rattraper, c'est l'organisation saine, apprenante et qui donne de bonnes conditions de travail. Je pense que de façon ironique, c'est plutôt celle-là qu'il faudrait chercher à rattraper. Et peut-être que demain, si je rejoins justement les enjeux écologiques et environnementaux, ce sera plutôt d'avoir une forme d'accréditation de normes ou autre qui donne un saut vertueux aux entreprises qui s'engagent sur des éléments qui soient décents, en fait, en termes de santé. Est-ce qu'on a encore dans les quelques secondes qui restent une question ou deux qui seraient... alors, Euh, Est-ce que c'est mieux de consulter quand on a plusieurs technologies IA qui sont introduites dans l'entreprise, est-ce que c'est mieux de consulter produit à produit, donc SIA par SIA, ou est-ce que c'est mieux d'avoir une consultation globale sur l'IA en général, avec par exemple un accord de méthode ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce que tu en penserais? alors, je fais quand même un peu la moue. Je force un peu. Oui et non. Oui et non. Et là encore, je suis nuancé puisque je le renvoie aux conditions d'acceptation d'un accord de méthode dû au dialogue social et au secteur d'activité néanmoins. Et donc, ça peut être intéressant d'avoir peut-être un accord de méthode qui va déjà définir les grandes lignes de ce que c'est que l'IA. On reprend ce que tu as dit, Mm. Alex, hein, toujours la même chose, hein, mais c'est très important, c'est structurant. L'IA, c'est pas un grand tout, c'est des choses qui sont spécifiques. Il faut donc les déterminer. Et une fois qu'on a déterminé ça, on peut peut-être se poser la question de est-ce qu'on consulte, on informe évidemment, ça c'est systématique, mais est-ce qu'on consulte pour tout, IA, pour tout IA? Peut-être pas, peut-être qu'il y a un intérêt dans la fluidité du dialogue social de se dire, bah, selon la nature de l'IA, il n'est pas nécessaire de se mettre dans un processus d'information-consultation parce qu'on sait que cette IA va être encadrée, l'accord va le stipuler, elle va être encadrée et n'aura que de répercussions sur ce cadre-là avec ses effets du travail, avec cette typologie-là. Et en l'occurrence, on peut se permettre, puisqu'on a déjà bien balisé avec évidemment l'ensemble du CSE,
que ce n'est pas la peine. Par contre, dès lors que l'IA va avoir une fonctionnalité ou avoir un effet spécifique, temporel, etc., alors oui, l'information consultation est obligatoire. Ça peut être un peu la réponse rapide à cet élément-là. Hmm. On a une question centrale de Elsa qui nous demande, pouvez-vous préciser ce que vous entendez par une expertise habilitée pour objectiver les impacts de l'IA? Oui, Est-ce alors que pour tu ceux peux nous qui... l'expliquer rapidement, Fabrice? Ouais. Oui, très rapidement, l'expertisabilité, c'est une forme d'accréditation qui dit qu'un expert a la capacité d'intervenir en termes de conditions de travail, et un peu plus, et donc est validé par l'organisme qui s'appelle Calianor, et apte à répondre à la demande d'un CSE dans le cadre d'un projet, d'un risque, etc. Donc dès que vous êtes consulté, vous pouvez recourir à la liste qui est sur le site du ministère et qui vous donne la liste de l'ensemble des experts. Vous voyez, il n'y a pas que Syndex, même si évidemment nous sommes les meilleurs, mais vous avez l'ensemble des experts qui existent et qui sont là pour vous accompagner. C'est le rôle principal. Donc l'accréditation, l'habilitation, quand elle existe aussi dans la fonction publique, la certification, habilitation, c'est les deux mêmes termes. Non, Elsa, oui, il ne s'agit pas d'une méga expertise, même si on peut tout à fait faire des méga expertises, il n'y a pas de problème. Concrètement, les expertises habilitées, c'est soit il y a un risque pour la santé des personnes, donc c'est l'expertise risque grave. Ça peut être plein de sujets, RPS, problèmes d'amiante, des accidents graves dans l'entreprise, etc. Ou alors ça peut être du coup exactement ce qu'on vient de dire, c'est vraiment le cadre qu'on parle de, voilà, qu'on met en discussion tout à l'heure, l'expertise projet important et ou nouvelle technologie. Donc c'est un projet important qui va modifier les conditions de travail. Et quand il y a un projet important qui va modifier les conditions de travail, votre employeur va vous consulter, enfin, va vous, information consultation du CSE, et le CSE doit rendre un avis. Donc dans ce cas-là, si vous, CSE, en fait, vous sentez que vous avez besoin d'un expert pour vous accompagner, pour pouvoir rendre un avis éclairé et cohérent, vous faites appel à un expert et l'expert a à peu près 2 mois en fonction du projet pour vous rendre un rapport qui va vous permettre de mieux comprendre le projet et de pouvoir vous positionner. Et typiquement, sur des projets d'IA, c'est exactement ça. Ce qu'on vous propose, il reste des questions évidemment en suspens. Vous étiez nombreux et nombreuses. On vous remercie. On va vous envoyer le support et peut-être avec Alix, on peut imaginer répondre aux questions qu'on va estimer vraiment Hum, importantes pour la stratégie du CSE et fixer quelques lignes d'orientation qui peuvent vous guider. Ça paraît intéressant parce que là, il y en a encore plein qui arrivent qui sont très intéressantes, mais on va respecter le cadre temporel. Donc, on vous propose de faire ça. Et puis, si vraiment vous n'avez pas de réponse à votre question, vous nous appelez. On est là, ça, on vous le redit. L'expert habilité, il est là pour aussi vous accompagner, vous donner, vous guider et vous donner des conseils s'il le faut. Voilà. hum. Il y a nos mails de toute façon à la fin du support de présentation, donc n'hésitez pas. Je me permets une dernière petite incursion parce qu'il y avait une question fort intéressante sur voilà, si on est dans une entreprise de moins de 50 salariés, est-ce que on peut être voilà, est-ce que l'information consultation est obligatoire? Dans les entreprises de moins de 50 salariés, comme vous le savez peut-être, vous n'avez pas un CSE qui a exactement les mêmes, voilà, les mêmes fonctions, les mêmes droits. Par exemple, le recours à l'expertise, il n'est pas gagné dans les entreprises de moins de 50 salariés. Donc, globalement, dans les entreprises de moins de 50 salariés, ce sera plutôt pas d'obligation d'infoconsultation si jamais il y a un projet IA, sauf si, parce qu'il y a quand même des conditions, sauf si ce projet, bah, il s'avère qu'il va impacter un peu frontalement la santé des personnes, et ça, bah, ça se démontre. Voilà, faut réfléchir au cas par cas, si c'est le cas ou pas. Si jamais il y a un droit d'alerte, là vous avez aussi le droit d'infoconsulte, ou alors si vous avez un accord qui le prévoit, mais dans ce cas-là, bah, vous êtes au courant en général. Et deux petits points. Dans la fonction publique, s'il y avait des agents de la fonction publique aujourd'hui, c'est pas le même système. Il faut une validation de la direction, ce qui est un peu plus compliqué. Et puis pour les moins de 50, effectivement, euh, il est possible d'être accompagné, mais là, ça veut dire qu'il y a une discussion autour de cet Hum, accompagnement. Et n'oubliez pas, c'était le dernier mot, vous avez aussi tous les outils syndicaux qui existent. Et donc, vous avez, si vous êtes syndiqué, la capacité de vous tourner vers votre organisation syndicale pour qu'elle puisse vous délivrer des informations et de l'accompagnement. hum. C'est important aussi. Et Et dernier point, vous avez aussi la médecine du travail qui doit jouer son rôle et qui a dans ses services de santé et de prévention au travail des ergonomes, des psychologues qui peuvent vous aider. Et l'inspection également du travail.
Merci beaucoup. Merci à N'oubliez tous pas, pour votre participation on a active. notre site internet et les réseaux sociaux. Vous pouvez y aller aussi. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain webinaire. Au revoir. Merci beaucoup.